Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. De toute façon, je vais commencer en présentant l'association, donc comme ça laisse le temps des dernières personnes qui sont en train de se connecter de pouvoir le faire. Donc, je me présente rapidement d'abord. Moi, je suis Ursula Lemann, je suis responsable de la communication d'Osez Féminisme, et donc je suis ce soir avec Aïssa Arabar, qui est responsable du plaidoyer au sein de l'association. Et donc, on va commencer tout simplement par présenter l'association. Donc, si vous nous connaissez déjà, tant mieux. Si vous ne connaissez pas encore trop bien, ça vous fera un bel aperçu de ce qu'on fait. Donc, on a été créé en 2009. On est une association généraliste de lutte pour les droits des femmes et contre les violences masculines. Donc, généraliste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on va traiter de tout type de sujet. On n'a pas un sujet sur lequel on est concentré particulièrement. Après, évidemment, il y a des sujets qui prennent plus de place à des moments selon nos campagnes en fait en cours. Et donc, on fait de la sensibilisation grand public, du plaidoyer. Donc, du plaidoyer, c'est en gros du lobbying hein, auprès que ce soit des élus, que ce soit d'autres associations. Voilà, c'est faire pousser les messages et aussi parfois des propositions de loi sur lesquelles on travaille. Notamment, on fait partie de la coalition pour obtenir une loi intégrale contre les violences masculines en France. Et donc, ce plaidoyer il s'effectue à différents niveaux, national, européen, international, donc onusien également. Et donc, bon, avec l'arrivée d'Alissa, on n'en est que plus renforcé. On fait des interventions, que ce soit intervention en milieu scolaire, également dans des événements. Là, par exemple, ce week-end à la Fête de l'Humain, il y a plusieurs membres de Fémis qui vont intervenir dans des tables rondes. On fait également des actions de rue, donc notamment des manifestations et les grandes manifestations féministes de l'année. On est également dans des actions en justice, donc que ce soit nous-mêmes en tant que voilà, on entame une action en justice comme on avait pu le faire contre Miss France à l'époque, mais on est également partie civile dans des affaires criminelles, donc je vais vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. On fait également des publications, que ce soit des tribunes, des publications sur nos propres moyens, comme notre journal par exemple, ou également sur les réseaux sociaux. On a à l'heure actuelle 12 antennes actives en France. Et donc, au niveau de nos valeurs, on milite pour un féminisme progressiste, intersectionnel, universaliste et abolitionniste. Et on lutte contre le racisme, la lesbophobie et la biphobie dans nos actions. Donc là, vous avez la liste des antennes actuellement ouvertes en France. Si vous habitez dans une ville où il n'y a pas d'antenne et que vous êtes intéressé pour monter une antenne, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc notre adresse c'est contact@oselfeminis.fr et on pourra vous aiguiller sur la marche à suivre pour monter une antenne où vous soyez en France. Et donc, on a différents types d'événements qui nous permettent de faire de l'éducation populaire. Donc là, ce soir, c'est un peu une version en ligne du Feminist Talk qu'on fait habituellement à Paris, à la Cité Audacieuse, le deuxième mercredi du mois. Mais là, en soutien à la mobilisation Bloquons tout, on a passé ce Feminist Talk en webinar. Donc ça vous permet aussi de assister à cet événement où vous soyez. Donc il sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc, ces Feminist Talk, comme ce soir, c'est donc des réunions publiques où on va parler en profondeur d'un thème qui change tous les mois, qui est en général en lien avec le travail qu'on fait, que ce soit des campagnes en cours, mais aussi notre travail de plaidoyer ou voilà le travail qu'on peut faire militant, quel qu'il soit. Et donc là, en l'occurrence, ce soir, on parle d'une thématique sur laquelle on travaille depuis un moment. Et donc, c'est aussi une bonne façon de découvrir l'association parce que à chaque fois, on vous présente l'association comme je suis en train de le faire là. Mais ça vous permet aussi, si vous venez à Paris, de rencontrer des militantes, puisque c'est souvent animé par les militantes ou les salariés de l'association, donc un peu de rencontrer l'équipe. Et donc ensuite, on a les Feminist Camp qui ont lieu une fois par an. Le prochain, c'est le 18-19 octobre. Et donc, la billetterie est déjà ouverte. Donc, si vous n'avez pas encore votre place et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la prendre. Et donc, pendant un week-end, on se retrouve. Cette fois-ci, ce sera à Paris Centre. Et donc, on met en place différents ateliers sur des sujets très variés, bon, toujours bien sûr des sujets féministes. Et ça permet aussi d'avoir des temps, on va dire, off un peu entre nous, notamment la soirée du samedi soir. Et donc, d'avoir des vrais moments de partage et de sororité. Et dans une ambiance assez bienveillante, assez détendue. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes jamais venu en Féminist Camp, là, c'est vraiment l'occasion, parce que vu que c'est à Paris Centre, c'est quand même très facilité par rapport au transport en commun. Parce qu'habituellement, ça a rembouillé. Donc, le programme arrivera d'ici cette fin de semaine ou début de semaine prochaine avec tous les horaires, tout ça, et on pourra envoyer le mail aux personnes déjà inscrites au Féminiscamp pour qu'elles puissent choisir leurs ateliers.
Et donc, pour militer à Oser Féminisme au niveau national, donc je vous ai parlé un peu des antennes tout à l'heure, mais au niveau du national, on a différents groupes thématiques où les réunions se font toutes en Zoom, donc vous pouvez y participer de n'importe où en France. Et donc, à l'heure actuelle, les groupes qui sont actifs, donc c'est Féminisme et Justice. Euh, on travaille notamment dans ce groupe sur la question des expertises psy judiciaires et donc le poids qu'elles ont dans le système d'impunité des violences sexuelles notamment. Il y a également un groupe féminisme, écologie et climat, un groupe féminisme antiraciste, un groupe approche féministe de la pédocriminalité et de l'inceste, un groupe pardon, lesbienne et féministe, le groupe journal donc qui rédige le journal de l'association, et un groupe intervention au milieu scolaire, donc comme son nom l'indique, qui prépare les interventions au milieu scolaire, sachant que là, le groupe est ouvert à toute personne où qu'elle soit en France, donc si elle veut à la fois bénéficier de l'expertise du groupe pour ensuite mettre en place des interventions au milieu scolaire là où elle se situe, ou si elle veut participer au groupe pour construire les interventions qui seront faites par d'autres, peu importe, il y a différents modes de participation au sein du groupe intervention au milieu scolaire. Donc, pour tout ça, si vous voulez militer au sein de l'association, n'hésitez pas à nous écrire à militer@oseféminisme.fr pour toute question que vous avez sur comment militer à OLF, quels sont les modes de participation. On est toujours dispo à cette adresse pour vous répondre. Et donc, je vous en parlais un peu tout à l'heure, mais on a en cours des actions en justice, et donc notamment les deux procès criminels contre l'industrie porno-criminelle en France, dont un qui est assez avancé et que normalement le premier procès devrait arriver en 2026. On ne sait pas trop, hein, c'est ce qu'on envisage, mais bon, voilà, ça dépend du calendrier judiciaire, donc on n'a pas encore l'info. Et donc dans laquelle il y a une cinquantaine de parties civiles que l'on accompagne à la fois au niveau euh, juridique, donc c'est-à-dire avec le groupe d'avocats et d'avocates qui les accompagnent, également au niveau social avec une personne qui est dédiée à leur accompagnement social, mais également au niveau psychotraumatologique avec des psychologues qui sont disponibles pour elles. Et donc, c'est une affaire sur laquelle on déploie énormément d'énergie, puisque, à notre sens, c'est vraiment une affaire historique. On espère avoir un impact médiatique au moins aussi important que le procès Pellico, étant donné que là, il y a 50 parties civiles, quoi, et que le nombre d'hommes mis en examen, il est aux alentours d'une quinzaine, mais en réalité, il y avait une cinquantaine d'auteurs de viols collectifs par semaine qui participaient au tournage de French Bukkake, donc c'est quand même assez titanesque comme affaire. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder l'émission À l'air libre avec les victimes qui témoignent. Donc, c'est l'émission de Mediapart, hein. Donc, vous pouvez trouver très facilement, là, c'est la capture d'écran qui est tout à droite. On est également mobilisé sur le plan toujours de la justice contre l'industrie porno-criminelle, mais au-delà des affaires criminelles, notamment en matière de lutte contre l'exposition des mineurs à la pornographie. On a été face à l'industrie porno-criminelle dans énormément des recours dilatoires qu'ils ont fait pour gagner du temps, pour retarder l'application de la loi qui impose à ce qu'ils mettent en place des moyens effectifs de contrôle de l'âge des personnes qui vont sur les sites pornographiques. Donc évidemment, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour une petite structure comme la nôtre comparée aux moyens illimités de l'industrie porno-criminelle, mais on était présente dans un peu plus de la moitié des recours qu'ils ont mis en place, et également pour le déréférencement des contenus illicites et notamment des victimes qu'on accompagne dans l'affaire French Bukkake, et on a obtenu une victoire face à Google dans un de ces contentieux-là. Donc c'est beaucoup vous pouvez le voir, de travail face à une industrie qui, elle, vraiment a pléthore d'avocats et de lobbyistes. Voilà. Et donc pour nous soutenir, vous pouvez faire des dons à The Féminisme. Vous pouvez faire des dons uniques ou des dons mensuels. Les dons mensuels, c'est vraiment très bienvenu pour les associations parce que ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur nos financements parce que c'est un peu plus pérenne. Et je pense que vous avez peut-être entendu parler du fait qu'actuellement, il y a quand même des grosses inquiétudes sur les financements des associations et des associations féministes en particulier. Et bon, évidemment, l'instabilité aussi gouvernementale n'aide pas du tout. Donc vraiment, les dons et les adhésions permettent aux associations d'avoir, d'une part, de garantir une certaine indépendance politique, puisque même si c'est de l'argent public, les subventions,
les gouvernants s'en servent bien sûr comme façon de nous museler. Alors évidemment, nous on refuse de l'être, mais ça aura ses conséquences si par exemple la prochaine présidentielle tourne encore plus à droite que ça ne l'est déjà. Je pense que vous pouvez toutes et tous vous imaginer ce que ça inclura pour les assos, quoi, si le RN gagne. Et également nous permettre de avoir une meilleure pérennité, parce que les subventions, on doit monter les dossiers chaque année. Donc, chaque année, en fait, c'est des postes qui sont remis en question, quoi. Voilà. Donc, les façons de nous soutenir aussi en dehors de l'adhésion ou des dons, c'est aussi tout simplement de partager ce qu'on fait, que ça soit nos communiqués qu'on vous partage par mail, que ça soit sur les réseaux sociaux, et de faire porter voilà la voix des féministes le plus possible, quoi. Et donc, on en vient au sujet de ce soir. Donc, comment les agresseurs retournent le consentement contre les victimes. On a eu envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'il nous a semblé que enfin, les réactions suite à l'affaire Jean-Paul Manœuvre, donc, je suppose que vous avez entendu parler de cette affaire, mais brièvement, je vais la rappeler. Donc c'est un streamer et il y a d'autres victimes dans l'affaire, mais en l'occurrence lui est décédé en plein live stream, qui était victime de violences et humiliations validistes et classistes. Je vais pas décrire les violences ici, je pense qu'elles ont été particulièrement décrites dans les médias. Euh, mais des violences physiques, des violences psychologiques, des humiliations pendant des mois. Et donc, juste avant la mort de Raphaël Graven, qui est donc le vrai nom du streamer de la chaîne du stream, enfin, du streamer qui travaille sous le pseudonyme Jean-Paul Manœuvre, c'était un marathon de stream où il était victime de violences et d'humiliations pendant des jours et des jours. Et donc, à la vertu de cette affaire, on a bien vu que la réaction, à la fois médiatique mais aussi du grand public, c'était de voir à quel point c'était absurde de la part des bourreaux de Raphaël Graven de mettre en avant le consentement de celui-ci ou d'autres personnes qui étaient victimes de leur violence. Et ça a trouvé résonance vraiment dans les débats que nous, on peut avoir au sein des milieux féministes en matière de consentement dans les affaires de violence sexuelle. Et donc, ça nous a semblé une bonne opportunité pour reparler un peu de ce concept et en quoi, en fait, il est retourné par les agresseurs contre les victimes. Dans les affaires de violence sexuelle, c'est quotidien, c'est vraiment, on va dire, un automatisme, en fait, et que c'est peut-être plus rare dans les affaires de violence volontaire tout court, donc de coups, de blessures, comme c'est le cas là dans l'affaire Jean-Paul Manœuvre. Et donc on a bien vu que là, dans cette affaire-là, le fait que le consentement soit mis en avant, ça a tout de suite choqué. Alors que pour autant, c'est systématiquement la défense qui est employée par les auteurs de violences sexuelles. Donc là, on retrouve en fait dans cette affaire-là les différents, on va dire, étapes dans lesquelles le consentement est instrumentalisé contre les victimes dans les affaires de violences sexuelles. Donc déjà au moment avant et pendant et après le passage à l'acte, comment il est fabriqué ce consentement par les auteurs de violences. Donc là par exemple avec un des bourreaux de Raphaël Gravin qui s'appelle mal nommé Naruto. Euh, en exigeant à sa victime, donc Raphaël Graven et à d'autres, hein, à d'autres victimes qui frappaient également en live, de dire devant la caméra que s'il meurt, ce sera de sa responsabilité à lui, et donc se fabriquer une espèce de défaussement de responsabilité. Bon, évidemment, ça a aucune valeur juridique, hein, mais bon, j'imagine que c'était, enfin, c'est même pas, j'imagine, c'était clairement l'intention, puisque derrière, c'est ce que l'avocat a aussi repris. Et donc, en ces mots, donc si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Dis devant la caméra que c'est ta responsabilité si tu meurs en plein live. Donc on voit bien là comment le consentement ou ce consentement entre gros guillemets, mais enfin voilà, tout au long de ce webinaire, on va parler de consentement bien sûr, hein, comment il est fabriqué par les auteurs aussi, donc on va dire toutes les variations qui peuvent exister derrière ce mot. Et ensuite, il a été, donc, ce consentement, encore une fois, mobilisé à la faveur de la stratégie de défense des tortionnaires. Donc là, vous voyez sur cet extrait de BFM l'avocat d'un des deux tortionnaires qui dit ils étaient tous consentants. Sauf que si on gratte un peu, enfin, pas besoin de chercher très loin, mais le consentement n'entre pas du tout en jeu dans la qualification de ce que sont les violences volontaires dans le code pénal. Donc le code pénal nous dit tout simplement les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies
alors là, je ne vois plus la fenêtre de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises. Donc là, en l'occurrence, sur une personne dans la particulière vulnérabilité due à son âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, ou une personne en état de suggestion psychologique ou physique, voilà. Donc ça, c'est une circonstance aggravante qui ramène, parce que les violences volontaires sans ces circonstances aggravantes, c'est une amende, enfin enfin c'est R, c'est pas le même article de loi, mais là, enfin oui, c'est une cinquième classe, je crois, c'est une amende de cinquième classe, et là, c'est un délit. Sachant que, alors, Raphaël Graven, je pense que une enquête aurait permis de déterminer si il y avait ces circonstances aggravantes qui étaient bien réunies. Mais pour une autre victime, c'est quelqu'un qui est sous, si je me trompe pas, tutelle ou quelque chose comme ça. Donc, il n'a pas accès à son argent, par exemple. Il peut pas être payé par les personnes qui détiennent la chaîne de stream. Donc, c'est-à-dire que même déjà au niveau des institutions, sa vulnérabilité est établie en fait. Et pour autant, malgré les signalements de la LDH, malgré l'enquête de Mediapart, la chaîne a continué à exister. Il y a eu très peu de remous jusqu'à donc la mort de Raphaël Graven. Donc, d'une part, pour qualifier les violences volontaires, comme je vous disais, le consentement n'entre pas du tout en ligne de compte. Qu'il y ait consentement ou pas, en fait, c'est inopérant. Les actes de violence, ils ont bien été commis. Donc, on peut qualifier l'infraction sans tenir compte s'il y a consentement ou pas. Ce n'est pas une question que la justice doit se poser, en fait. Et donc, on voit même que pour certaines infractions pénales, comme ici le bizutage, le législateur a même pris le soin de préciser, même dans le texte de la loi, que le consentement était inopérant. Donc là, on retrouve contre son gré ou non. Donc le fait donc, hors les cas de violence, de menace ou d'atteinte sexuelle, donc là, c'est évacué parce que ça fait l'objet d'autres crimes ou délits, hein. C'est pour ça que c'est évacué. Mais le fait pour une personne d'amener autrui contre son gré ou non, donc on dit même si la personne est consentante, ça ne change rien, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, ou à consommer de l'alcool de manière excessive, etc. Donc, on voit bien que, a priori, comme ça, dans le droit pénal, dans les infractions de violence volontaire, le fait que la victime ait consenti ou pas à ces violences volontaires ne change rien. Pourtant, il est évident qu'il y a un domaine du droit pénal dans lequel le consentement est systématiquement placé au centre des débats, alors même qu'à l'heure actuelle, la notion de consentement figure pas dans la définition des infractions, c'est donc les violences sexuelles, donc les agressions sexuelles et le viol. Merci Ursula. Donc pour commencer à parler du consentement d'un point de vue juridique, je pense que c'est important de distinguer le fait qu'il existe dans plusieurs champs. Il existe notamment en médecine. Donc là, l'objectif du consentement qui est garanti par de multiples conventions internationales, ça va être de garantir l'intégrité corporelle des individus, des patients et des patientes. Et donc pour ça, le consentement doit être basé sur une information complète, sur un accord volontaire ou libre et éclairé selon les formulations avant tout acte et un consentement qui est révocable également à tout moment. Donc on voit que le consentement est encadré et notamment dans le champ du médical pour démontrer le consentement, souvent on va avoir recours à des formulaires que les patients et les patientes vont pouvoir lire, consulter, remplir et signer. Lorsque la situation le permet, il y a des exceptions, par exemple en cas de danger pour la vie de l'individu. Ensuite, il y a la question du droit des contrats. Donc c'est là que le consentement est le plus prégnant, puisque il n'y a pas contrat sans consentement, sans accord des différentes parties. Mais là encore, et je vais y revenir, le droit des contrats encadre le consentement de manière très claire et très précise. Et enfin, on a le champ de la protection des droits fondamentaux, donc notamment en droit international des droits humains. Je vais en parler aussi plus en détail. Donc, en droit des contrats, le consentement doit être libre et éclairé, donc une formule qu'on entend souvent. Mais on s'arrête pas là en droit des contrats puisqu'on vient définir un certain nombre de vices, ce qu'on appelle des vices du consentement, c'est-à-dire des situations qui vont faire que le consentement sera pas reconnu valide et donc le contrat automatiquement sera considéré comme nul si ces vices du consentement sont présents. Donc, il va y avoir l'erreur, c'est-à-dire une mauvaise compréhension de l'objet ou des conditions
résolution du contrat par l'une des deux parties ou les deux parties. Il va y avoir le dol, la manœuvre dolosive, pardon, qui va être donc une tromperie intentionnelle de la part d'une des deux parties sur la ou les autres parties au contrat. Et enfin, évidemment, la violence et la menace. Il y a aussi en droit des contrats la notion de capacité juridique. Donc tout à l'heure, Ursula parlait d'une des victimes qui était sous tutelle de l'État. Et donc ça, par exemple, c'est une des circonstances dans lesquelles on n'a pas la capacité juridique pour conclure un contrat en droit des contrats. Il faut être en pleine possession de ses capacités cognitives. Et donc les personnes mineures, les enfants, et les majeurs protégés, on les appelle comme ça, donc les personnes qui sont sous tutelle, ne peuvent pas valablement souscrire à un contrat. Donc l'objectif du droit des contrats en mettant en place toutes ces mesures-là, ça va être finalement de venir protéger la partie la plus faible. C'est vraiment l'objectif affiché d'un certain nombre de champs du ce qu'on appelle le droit privé, notamment le droit de la consommation. On va estimer que par définition, il y a une entité qui va avoir une disproportion de pouvoir par rapport à une autre, et donc on va s'assurer que le consentement, que le oui ne va pas venir cacher une contrainte ou un abus. Et donc, il se passe un petit peu la même chose ou la même logique en droit international des droits humains. On peut passer à la slide suivante. Et donc là, on va vouloir protéger la dignité humaine. La dignité humaine, c'est, contrairement à beaucoup d'autres droits fondamentaux qui sont protégés, c'est quelque chose qui vient finalement fonder l'ensemble des autres droits. Et donc, par définition, la dignité humaine, on dit qu'elle est absolue, qu'elle est inaliénable et qu'elle est collective. Elle est collective parce que c'est pas un droit individuel et donc l'individu en lui-même ne peut pas consentir à des violations de sa dignité humaine. Parce que la dignité humaine, elle vient protéger l'ensemble de l'humanité et des êtres humains. Donc là, on a un certain nombre de jurisprudences, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, qui vient préciser le champ de cette dignité humaine. Donc par exemple, en 2001, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que aucun autre droit ne peut être invoqué pour porter atteinte à la dignité, puisque, encore une fois, la dignité fonde l'ensemble des droits fondamentaux. De manière très intéressante, le Conseil d'État français en 1995 vient préciser que la dignité peut être utilisée pour justifier de porter atteinte à certains droits. En revanche, la réciproque n'est pas vraie. Aucun droit ne peut restreindre la dignité humaine. Et en plus, le Conseil d'État, le juge administratif, vient préciser que la dignité humaine est une composante de l'ordre public et que donc toute atteinte à la dignité humaine vient porter atteinte également à l'ordre public. Et donc ça, c'est l'arrêt bien connu dit du lancer de nain ou de Morsan-sur-Orge. Et donc voilà quelques exemples de crimes pour lesquels le consentement est considéré comme inopérant, le consentement des victimes, au nom justement de la dignité humaine. On ne peut pas, par libre choix individuel, consentir à la torture, au traitement inhumain et dégradant, à l'esclavage et la servitude, à la traite des êtres humains, donc là le protocole de Palerme, mais aussi la Convention du Conseil de l'Europe de 2005 sur la traite des êtres humains vient expressément indiquer que dans le cas de la traite, le consentement de la victime est sans pertinence. Et là, c'est parce qu'on vient reconnaître, encore une fois, qu'il y a une très grande inégalité entre l'agresseur, celui qui va être l'auteur de la traite des êtres humains, et la victime, et que par définition, puisqu'il y a exploitation, puisqu'il y a atteinte à la dignité, le consentement ne peut euh, enlever les violences. En fait, le consentement de la victime, c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il n'efface pas la violence et il n'empêche pas sa caractérisation pénale et il n'empêche pas la criminalisation et la condamnation des agresseurs, des auteurs des violences. On a aussi le cas des tribunaux pénaux internationaux, donc notamment le tribunal pénal international pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie, qui en 98 et en 2001 ont ont prononcé des décisions intéressantes concernant le viol, qui viennent préciser donc dans le premier cas que le viol peut être utilisé comme arme de guerre. Il est reconnu comme étant constitutif d'actes de guerre et de génocide
pour la première fois. Et donc la définition qui est donnée à ce moment-là par le tribunal du viol ne comporte pas du tout la notion de consentement, mais parle de contrainte. Et dans le second cas, Cunarak, le tribunal vient préciser qu'il ne peut y avoir consentement, en tout cas que le consentement est toujours inopérant, toujours invalide juridiquement dans le cadre de la détention. Et là, on était dans le contexte de viol systématique de détenus par des geôliers. Donc, quid du consentement dans le cadre des violences sexuelles? Donc là, on vient de voir que dans plusieurs domaines du droit, notamment santé, droit des contrats, droits humains, mais pas que, le consentement peut et est déclaré inopérant dans de nombreux cas pour protéger soit les individus au niveau du coup individuel, soit au niveau collectif pour protéger la notion de dignité humaine, l'ordre public ou un certain nombre voilà, de droits ou de libertés qui sont considérés comme fondamentales. Donc, ça signifie que le consentement en lui-même ne suffit pas à légitimer un acte qui soit d'une particulière violence, qui soit humiliant ou dégradant. Et donc, pour aller au-delà du consentement, il faut bien examiner les conditions réelles dans lesquelles ce consentement est donné. Le consentement en lui-même, c'est un facteur qui ne va pas être suffisant en droit la plupart du temps pour donner lieu soit à une condamnation, une relaxe ou en tout cas à une décision de justice. Et donc ça, c'est particulièrement vrai pour les violences sexuelles, en tout cas ça devrait l'être, puisque dans le cadre des violences sexuelles, le consentement peut être extorqué, manipulé, marchandisé, et il est aussi bien souvent instrumentalisé par les agresseurs pour assurer leur impunité dans un contexte où les inégalités structurelles entre les femmes et les hommes font que le système judiciaire va davantage scruter le comportement des victimes plutôt que celui des agresseurs. Et bien souvent, les victimes de violences sexuelles vont subir ce qu'on appelle une forme de revictimisation lors des procès pour violences sexuelles. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont être exposées à de nouvelles formes de violence. Donc, souvent, notre association parle du oui comme résignation dans une société inégalitaire. Donc c'est un oui qui n'est pas un oui en fait d'adhésion, mais qui est simplement le fait de céder lorsque les inégalités structurelles, la situation de dépendance, la situation de peur ou d'autres facteurs font que en fait ce n'est pas dans notre intérêt de dire non parce qu'on risque des représailles. Là-dessus, je pense qu'il est intéressant de citer Muriel Fabre-Magnan, qui, dans l'Institution de la liberté, écrit: Le consentement n'a pas de sens dès lors que ceux dont il émane n'ont pas d'autre choix possible. Sans la liberté de dire non, le oui n'est que le signe du renoncement et de la résignation. Donc dans ce cadre-là, il est important de replacer les violences sexuelles et la notion de consentement dans ce qu'on appelle le continuum des violences masculines ou le continuum des violences contre les filles et les femmes. On parle, nos associations féministes, de continuum parce qu'on explique que dans le champ des violences sexistes et sexuelles, bien souvent, tout est lié et rien n'arrive isolément et que lorsqu'on parle de féminicide, en fait, c'est extrêmement rare qu'une femme soit tuée par son conjoint ou ex-conjoint alors qu'il n'y avait pas de violence préalable. Bien souvent, cet acte extrême, comme les viols, comme d'autres actes de violence, vont intervenir dans un contexte de contrôle, de terreur, d'emprise, d'exploitation des vulnérabilités de la victime, qui va permettre à un agresseur de maintenir la victime sous emprise sur un temps qui est souvent très long et de reproduire des violences qui sont multiples, avec aujourd'hui une accentuation de l'utilisation des violences en ligne, ce qu'on appelle les cyberviolences sexistes et sexuelles, qui sont un nouvel outil de contrôle et de maintien de l'emprise par les agresseurs. Donc en fait, vu que les violences sexuelles interviennent dans ce contexte de continuum des violences, le consentement va souvent intervenir dans un contexte de lassitude ou d'emprise ou de dépendance ou de peur de la part des victimes. Et ça, c'est quelque chose finalement que le consentement va venir effacer parce que si on considère, et a fortiori si on considère uniquement le consentement des victimes pour la définition d'une infraction sexuelle, en fait, on va totalement omettre ce contexte qui est très important. Ce contexte, il est mentionné dans la Convention d'Istanbul qui définit le viol par l'absence de consentement, mais tout en
pardon, Ursula, revenir à la slide précédente. La Convention d'Istanbul définit le viol par l'absence de consentement, mais tout de même en précisant que ce consentement doit être examiné à la lumière des circonstances environnantes. Or, ces circonstances environnantes sont interprétées de manière souvent très disparate par les États membres du Conseil de l'Europe et par les différents magistrats et magistrates, et ça peut également poser problème. Il y a aussi le contexte du viol conjugal où certaines femmes vont dire oui pour éviter des violences, mais aussi par intériorisation de ce qu'on va appeler le devoir conjugal. Donc ce fait que finalement une conjointe devrait des rapports sexuels à son conjoint, qui est quand même une idée qui est ancrée dans la structure patriarcale de nos sociétés. Là, tu peux aller sur la section, merci. Donc sur ce sujet du consentement, en fait, c'est ce que Ursula disait tout à l'heure, bien que actuellement le consentement ne soit pas inclus, en tout cas en France, dans la définition juridique du viol et des agressions sexuelles, quelque chose qui pourrait changer potentiellement dans les prochains mois, puisqu'il y a une commission mixte paritaire qui va se réunir pour décider de l'inclusion du consentement ou pas dans la définition pénale du viol. Donc quoi qu'il en soit, le consentement est déjà au cœur des débats, que ce soit au niveau juridique, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la société tout entière. Lorsqu'on parle de violences sexuelles, on va bien souvent parler du consentement des victimes et souvent on va parler du consentement des victimes à travers le prisme de leur comportement. On va déduire le consentement de différents comportements que la victime va pouvoir avoir, qui bien souvent n'ont rien à voir avec l'acte sexuel. Donc son comportement sexuel passé, ses relations sexuelles passées avec l'agresseur, ses vêtements, son état d'ébriété ou pas, et d'autres facteurs, notamment est-ce qu'elle s'est débattue, est-ce qu'elle a dit non ou suffisamment, etc. Et donc, dans ce contexte de culture du viol, où on a déjà la société tout entière qui va finalement plus ou moins blâmer les victimes pour les violences qui leur sont faites et trouver des excuses aux agresseurs, on en a des exemples innombrables. Dans ce contexte, le droit, les magistrats et les magistrates, les avocats et les avocates, les policiers et les policières qui sont en charge des enquêtes ne sont pas exempts de ces stéréotypes sexistes et au contraire les reproduisent. Et le droit lui-même est façonné par les rapports de pouvoir et les stéréotypes sexistes, puisque le droit, c'est quelque chose qui est construit par la société et qui n'est pas quelque chose, une vérité absolue qui existerait indépendamment de nos structures sexistes et racistes. Qui historiquement sont ancrées dans nos sociétés. Et donc, bien souvent, dans le cadre des procès, l'observation du consentement va conduire les juges à se référer au stéréotype de la victime idéale. Donc celle qui aura résisté, celle qui aura crié, celle qui se sera débattue. Et au contraire, du coup, d'autres réalités comme la sidération, l'immobilité, la contrainte, les stratégies de survie vont être finalement occultées. Et ça, de nouveau, ça donne lieu à une culpabilisation des victimes et du coup à la peur aussi des victimes d'être jugées et donc une sous-déclaration des violences sexuelles. On sait que moins de 10% en moyenne dans tous les pays de l'Union européenne, moins de 10% des victimes de violences sexuelles portent plainte. On peut pas, merci. Et donc ça, en fait, finalement, cette association du consentement à quelque chose qui va être utilisé au détriment des victimes, qui va finalement renverser les procès pour viol en procès des victimes au lieu d'être les procès des agresseurs, ça c'est quelque chose qui était dénoncé déjà en 1978 par Gisèle Halimi, donc dans le cadre du procès d'Aix-en-Provence, que vous connaissez très certainement, qui est très connu où elle prononce un discours, dont je vous ai mis une citation dans la slide, et elle explique qu'effectivement, vu que dans 99% des cas, les viols finalement ont lieu sans témoin, et bien finalement, on se retrouve à des situations de parole contre parole, où les agresseurs vont dire que les victimes étaient consentantes, et c'est au tour des victimes, les plaignantes, de devoir expliquer comment elles ont consenti et pourquoi elles ont agi de telle ou telle manière. Et donc, sur cette dynamique de la justice, de scruter les comportements des victimes plutôt que des agresseurs, on a de multiples exemples, mais je vous en ai cité quelques-uns. Donc, notamment en 2014, l'affaire du 36 quai des Orfèvres, ou dite du 36 quai des Orfèvres, donc le viol présumé d'une touriste canadienne
par des agents de police qui ont été acquittés en appel. Cette enquête a été totalement centrée sur la crédibilité de la victime, son état d'ébriété, des ex-partenaires qui ont été interrogés. Alors, il faut savoir que les enquêteurs en charge de l'enquête ont été jusqu'à se déplacer au Canada, fait extrêmement rare. Moi, je n'ai pas connaissance d'autres affaires où il y a eu un déplacement des enquêteurs et des enquêtrices à l'étranger dans un contexte entre parenthèses de moyens insuffisants qui sont donnés à la police, mais c'est un autre débat. Donc, déplacement à l'étranger pour aller interroger les ex-partenaires de la plaignante et pour finalement questionner sa crédibilité. Dans le cadre de la Manada en 2016, il y a eu un acquittement initial d'un groupe d'hommes qui sont venus célébrer une fête en Espagne avec pour intention de commettre des viols en réunion, ce qui a été documenté notamment à travers des posts et des échanges de messages qu'ils ont pu avoir. Leur victime a porté plainte et donc tout d'abord, ces hommes ont été acquittés au regard du fait que la victime aurait été consentante. Donc de nouveau avec un comportement scruté, elle les a rencontrés via Tinder. Elle a été photographiée le lendemain des faits en train d'avoir un comportement dit normal, ce qui sous-entendrait qu'elle n'était pas traumatisée, donc qu'elle n'aurait pas été violée, donc qu'elle était consentante. Une fois de plus, l'enquête s'est vraiment centrée autour du comportement de la victime plutôt que des agresseurs. Et donc là, finalement, il y a eu une condamnation en appel mais qui n'a été possible que parce qu'il y a eu une mobilisation extrême des organisations féministes et de l'opinion publique autour de cette affaire, qui a vraiment défrayé la chronique en Espagne. Ensuite, il y a eu l'affaire de Pontoise, donc que vous connaissez très certainement parce qu'elle est française, qui date de 2017, où une enfant de 11 ans qui a été violée par un adulte a été considérée comme consentante parce qu'elle ne s'était pas débattue. Et donc ça, de nouveau, c'est une affaire qui a vraiment entraîné une mobilisation féministe très importante et qui a beaucoup choqué l'opinion publique et qui a donné lieu à une victoire féministe qui est celle de l'instauration du seuil d'âge, dont je vous reparlerai tout à l'heure. En Irlande, on a un autre exemple qui date de 2018 avec une défense qui a été basée sur les vêtements de la victime qui portait un string en dentelle et donc qui aurait été forcément consentante à un rapport sexuel puisqu'elle portait un string en dentelle, c'est bien connu. Et puis l'Italie qui est condamnée en 2021 par la CEDH justement parce que lors d'une procédure judiciaire, la justice s'est concentrée sur l'examen de la vie sexuelle de la victime afin d'évaluer son consentement dans le cadre de sa plainte. On peut, ouais, merci. Et donc là, c'est ce que je vous citais un peu avec le seuil d'âge, les avancées féministes de ces dernières années. En fait, ce sont des avancées qui se caractérisent par le fait qu'elles dépassent le consentement. Le cadre de pensée du consentement est en fait occulté pour reconnaître, comme dans le cas de la protection de la dignité humaine, de la torture, etc., comme dans le cas de la traite des êtres humains ou du bizutage qui a été cité précédemment que le consentement, en fait, il peut peut-être exister en matière de violence sexuelle, mais il ne devrait pas être considéré comme de nature à effacer la violence. Et donc ça, c'est ce qui caractérise par exemple la loi abolitionniste de 2016 adoptée par la France, qui vient reconnaître que dans le cadre de la prostitution, les femmes sont victimes d'un système violent, elles sont victimes des proxénètes, mais elles sont également victimes des acheteurs d'actes sexuels qui commettent un acte sexuel qui n'est pas désiré, avec un consentement qui est acheté. Et donc, on va parler de viol tarifé, puisqu'on n'est pas sur un rapport sexuel désiré. Il y a peut-être consentement extorqué par la contrainte économique et acheté, mais il y a quand même violence sexuelle. Et donc ça, c'est quelque chose de très important qui vient être reconnu par la loi de 2016. Ensuite, en 2021, on a la réforme sur le seuil d'âge qui vient instaurer une présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Et donc, et dans le cas de l'inceste, ça monte jusqu'à 18 ans. Et donc là, ce qu'on vient dire, c'est que dans le cadre d'une relation sexuelle d'un enfant de moins de 15 ans avec un adulte,
par définition, il s'agit d'un viol. Peu importe si l'enfant est présumé, peut être considéré comme ayant consenti, ce n'est pas de nature à effacer le fait qu'il s'agit d'une violence sexuelle parce que l'adulte est venu exploiter la vulnérabilité de l'enfant. Et donc, ce consentement, ce qui est très important, ce n'est pas seulement qu'il devrait être considéré par la justice comme inopérant dans le cadre des violences sexuelles parce que il omet les inégalités structurelles, les stéréotypes sexistes, tout ce que je viens de vous expliquer, mais ça va plus loin que ça parce qu'en fait, les agresseurs, ils utilisent le consentement, ils l'instrumentalisent contre les victimes. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur dès le passage à l'acte, jusque dans les cas où l'affaire va à la justice, les défenses des agresseurs. Et ça, les défenses des agresseurs, Ursula vous en parlera. Mais moi, je vais déjà vous parler du passage à l'acte et de la réalité finalement du viol et des violences sexuelles. Le collectif féministe contre le viol, qui a développé depuis sa création en 1986 une expertise très importante évidemment sur la lutte contre les violences sexuelles, puisqu'il s'agit de la seule ligne d'écoute au niveau national pour les victimes de violences sexuelles, qui a reçu plus de 75 000 témoignages depuis sa création. Donc le collectif féministe contre le viol en 2000 début 2025 ou 2024, pardon, je suis plus sûre, publie un communiqué de presse où elles écrivent: lorsqu'un viol est commis, l'agresseur qui a ciblé la victime sait qu'il va violer et comment. Il agit dans un contexte qui lui est favorable. Euh, et le contexte qui lui est favorable, bien souvent, c'est ce que le CFCV explique, va se caractériser par la capacité pour l'agresseur d'extorquer un consentement pour les victimes, c'est-à-dire d'extorquer un oui. Dans le cadre du viol conjugal, dans le cadre d'un viol qui est perpétré dans un contexte de dépendance économique ou par un supérieur hiérarchique, l'agresseur va s'arranger pour que la victime dise oui. Qu'elle dise oui peut-être devant une caméra, comme dans le cas présenté en introduction par Ursula. Et en fait, ce oui, il va permettre à l'agresseur d'assurer son impunité, à la fois en préparant, comme je le disais, une stratégie de défense, mais aussi en entrant finalement dans la psyché de la victime, qui elle-même va se sentir coupable de la violence subie, à laquelle elle aurait en partie consenti. Et donc les agresseurs utilisent le consentement comme un outil stratégique, ce que je disais. Et donc les méthodes pour eux qu'ils vont mettre en place pour utiliser, instrumentaliser le consentement, ça va être le fait d'éviter les preuves, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de traces physiques de la violence, donc notamment les bleus, etc. Cibler les victimes avec stratégie, donc des victimes qui vont être connues, des victimes qui vont être isolées, des victimes qui vont être porteuses de handicap ou non francophones, qui vont avoir du mal à aller porter plainte, qui ne connaissent pas leurs droits, qui sont en situation de vulnérabilité qui va pouvoir être exploitée. Donc par exemple la dépendance économique, la dépendance administrative, notamment dans le cadre de la migration, ou l'âge des victimes qui sont âgées ou jeunes, par exemple. Ce qui ne veut pas dire évidemment que des femmes ne sont pas violées à tout âge. Et ensuite, la mise en scène du consentement, donc qui peut se faire à travers des contrats, j'y reviendrai, ou des vidéos, des faux recrutements, etc. Mais dans tous les cas, l'impunité de l'agresseur est le fruit d'une stratégie qui est pensée par l'agresseur, qui est consciente et non pas le fruit d'un hasard. Et donc, j'ai récemment écrit une étude qui s'appelle À nos corps résistants, qui va être publiée par une organisation qui s'appelle AOSAB, qui est basée en Belgique et qui travaille notamment sur les droits des femmes originaires de pays arabes. Et donc, c'est une étude qualitative qui recueille des témoignages de victimes, de survivantes de violences sexuelles. Et je voulais vous parler du témoignage de l'une d'elles, qui a été violée dans un contexte de relation intime, qui était une relation violente, où il y avait un climat de peur qui était vraiment entretenu par l'agresseur. Et en fait, je voulais vous citer cet exemple parce que il représente bien la stratégie de l'agresseur, à la fois sur un volet d'emprise psychologique qui se fait à travers des menaces, donc notamment la menace de la diffusion d'images intimes qui ont été volées sur le téléphone de la victime, des valorisations et culpabilisations constantes avec le chaud et le froid, etc. Reproduction de pratiques de violence qui sont observées dans la pornographie.
et l'exploitation d'une situation de dépendance économique. Donc on a un peu le bingo de l'agresseur. Donc à la fois il y a ce volet d'emprise psychologique et physique, mais il y a aussi l'instrumentalisation d'un prétendu consentement. Et donc pendant l'acte de viol, l'agresseur euh, parle à la victime en lui disant c'est un jeu. Tu le désires et il n'écoute pas son non, son refus, et il prétend que la situation est drôle, que c'est un amusement qui est partagé par les deux personnes. Et donc en fait là, il vient non seulement créer une stratégie de défense, puisque c'est la défense du jeu sexuel dont Ursula vous parlera, mais il vient aussi brouiller la perception de la victime et la faire douter de ce qu'elle-même ressent, et en fait venir brider sa capacité à prendre la parole, à aller déposer une plainte et à obtenir justice. Toujours dans cette stratégie qui est mise en place au moment du passage à l'acte, l'exemple de la pornographie est très intéressant. Donc, comme vous le savez, et comme Ursula vous l'a déjà expliqué, notre organisation apporte son soutien à différentes survivantes de l'industrie pornographique, des femmes qui ont subi des violences extrêmes, qui ont été filmées et qui se trouvent pour certaines encore aujourd'hui sur des différentes plateformes. Et donc, ces femmes, bien souvent, elles sont contraintes à sourire pendant les violences qu'elles subissent, voire à dire merci dans le cas des vidéos filmées par Jackie et Michel, parce que si elles refusent, en fait, la violence va continuer. Et donc, par ce sourire, par ce merci, les agresseurs font en sorte d'instaurer une illusion de la participation volontaire, voire de l'adhésion enthousiaste de la victime à ce qui est en train de se passer. Et ça ne s'arrête pas là, puisque dans l'industrie pornographique, il y a aussi la signature de contrats ou de formulaires de consentement. Et donc ça, c'est un cas qui est utilisé par exemple dans l'affaire Girls Do Porn, où il y a eu une condamnation finalement récente aux États-Unis. Donc les victimes ont fini par obtenir gain de cause, mais pour autant, pendant des années, l'impunité des agresseurs a été maintenue par le fait que des victimes qui ont été manipulées sur la base de fausses annonces de contrats de mannequinat et qui au final ont été violées, les viols ont été filmés et placées sur des plateformes pornographiques, ces femmes ont été conditionnées au silence par la signature de formulaires de consentement. Et c'est également le cas des victimes que nous accompagnons dans le cadre de l'affaire French Bukkake, qui ont pu pour certaines signer des contrats qui donnent soi-disant leur accord au tournage et à la diffusion des contenus pornographiques. Cependant, ces contrats devraient par définition, être considérés comme nuls, puisque le droit français, que ce soit dans le code civil ou dans le code pénal, vient indiquer que les contrats sont nuls s'ils sont contraires à l'ordre public et ils sont nuls si leur objet concerne une infraction pénale. C'est-à-dire qu'aucun contrat ne peut exonérer d'une infraction pénale. Donc par définition, il ne devrait pas être possible de faire signer un contrat pour faire subir des violences sexuelles ou de l'exploitation sexuelle filmée. Et donc pour finir, dans le cadre du passage à l'acte, les agresseurs vont aussi cibler leurs victimes et notamment cibler des victimes qui sont en situation de prostitution parce que ça leur permet, encore une fois dans le cadre de penser une potentielle stratégie de défense si ça en arrive jusque-là, ils viennent réfléchir à ce qu'ils risquent. Et la peine pour un acheteur d'actes sexuels dans le cadre d'une relation prostitutionnelle, c'est une contravention. La peine pour un viol, c'est potentiellement une infraction pénale. En ce qui concerne la prostitution des mineurs, le recours à la prostitution des mineurs aujourd'hui peut être condamné jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Alors que le viol sur mineur de moins de 15 ans, comme on l'a vu avec la réforme de 2021 sur le seuil d'âge, ça peut monter jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Et donc par là même, l'agresseur va assurer son impunité s'il a recours à une enfant qui est en situation de prostitution plutôt qu'une enfant qui n'est pas en situation de prostitution. Et donc ça, c'est un gros problème dans le droit français qu'on milite également pour corriger. Et Je donc, rends la parole à Ursula. merci. Et donc cette stratégie de l'agresseur,
et donc qui utilise et qui retourne le consentement contre les victimes, on la trouve aussi au moment de la stratégie de défense. Alors évidemment, là on parle d'une quantité infime hein, des violences sexuelles qui sont commises, puisqu'on le sait, les violences sexuelles qui vont être jugées, c'est moins de 1% du total des violences sexuelles qui ont lieu en France. Donc on se retrouve vraiment là dans déjà un agresseur qui a échoué en partie en tout cas à sa stratégie d'impunité, mais qui va continuer à instrumentaliser le consentement contre les victimes dans le cadre de sa stratégie de défense. Et donc les agresseurs et les violeurs, ils savent que le consentement c'est une notion malléable, interprétée selon la construction qu'ils en ont fait, donc la construction qu'ils en ont fait au moment du passage à l'acte, comme vous l'avez expliqué Alissa, et également bien sûr selon les biais souvent sexistes des juges, des forces de l'ordre, des experts psy notamment. Et donc, ce qui va se passer souvent, c'est que, alors, soit dès le départ, ils peuvent pas nier les actes parce qu'il y a des preuves matérielles des actes sexuels, des relations sexuelles, enfin, bref, plutôt des viols, mais enfin, vous comprenez. Euh, et donc, dans ce cas-là, ils vont invoquer le consentement de la victime, soit ils vont changer de version. Parfois, ils vont d'abord nier complètement qu'il y a eu des actes sexuels, et ensuite, face à des éléments de preuve, ils vont invoquer le consentement. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire dite du 36 quai des Orfèvres, dont Alissa a déjà parlé. Dans cette affaire-là, la victime, après avoir subi un viol en réunion, est sortie de la pièce où le viol s'était passé et a tout de suite accusé les violeurs et n'a jamais changé de version. En fait, elle a tout de suite dit qu'elle avait été violée. Elle est restée avec une femme policière et elle l'a maintenue jusqu'à maintenant, bien sûr, le fait que ces hommes l'avaient violée. Dans un premier temps, les accusés, ils ont nié tout acte sexuel. En plus, il faut préciser que c'était dans les locaux de la police. Donc, évidemment, même s'ils avaient une relation sexuelle consentie dans les locaux de la police, c'est évidemment une faute professionnelle. Je pense qu'il devrait justifier le fait d'être viré de la police, mais enfin, là, en l'occurrence, ce n'a pas du tout été le cas. Et ensuite, quand il y a eu des preuves ADN, et notamment via le sperme qui a été retrouvé d'un des auteurs de viol sur la victime, là, il a invoqué le consentement de la victime. Et malgré ce changement de version, bah ça a marché en fait. En appel, ils ont été relaxés pour toutes les raisons qu'évoquait avant Alissa, donc l'enquête sur la vie sexuelle passée de la victime plutôt que sur la matérialité des faits qui se sont déroulés au sein des locaux de la police au 36 quai des Orfèvres. Et donc savoir que bien sûr ils avaient le soutien de leur hiérarchie, de leurs collègues, etc., qui étaient présents en nombre au procès. Et donc la victime a porté l'affaire devant la CEDH après avoir épuisé ses voies de recours en France. Et c'est une des affaires qui va être, enfin, elle n'a pas encore été jugée celle-ci par la CEDH, ou en tout cas l'arrêt n'a pas encore été rendu, mais on suppose hein, que ça sera dans la continuité des différents arrêts qu'a rendu la CEDH contre la France dans les affaires de violences sexuelles récemment. Euh, mais ça, faut préciser là que les condamnations qui sont obtenues en CEDH, c'est des condamnations simplement de l'État français. C'est-à-dire que ça ne change absolument rien au destin judiciaire des hommes qui sont accusés de viol. Donc eux, ils resteront pour toujours innocents judiciairement de ce viol-là, peu importe ce qu'en dit la CEDH. Donc évidemment, c'est important d'obtenir ces décisions en CEDH parce c'est du droit positif, hein. Donc c'est-à-dire c'est le droit qui s'applique là maintenant tout de suite et qui s'appliquait d'ailleurs avant, puisque c'est justement le fait que les juges ont contrevenu à leurs obligations au regard de la CEDH qui est sanctionné. Donc c'est dans l'espoir que ça change en fait, puisque c'est des droits qui existent déjà. Mais ça ne change pas le fait que l'impunité de ces hommes est entérinée, hein. Et donc, jusqu'à l'obtention du solidage, Alissa vous en parlait tout à l'heure, mais la stratégie de défense consistant à invoquer le consentement de la victime s'étendait complètement aux pédocriminels. Donc, il y a effectivement l'affaire de Pontoise qu'Alissa citait, mais il y a aussi l'affaire dite Julie, dans laquelle seuls 2 pompiers sur les 20 qui étaient accusés par Julie ont été condamnés pour atteinte sexuelle. Donc, atteinte sexuelle, c'est un délit qui suppose qu'il n'y a pas menace, contrainte, surprise aux violences. Et donc, ils n'ont pas été poursuivis ni jugés pour viol. Et il y en a que, encore une fois, il y en a que 2 sur les 20, hein. Alors qu'elle avait entre 13 et 15 ans, alors qu'elle était dans un grand état de vulnérabilité parce qu'elle était très malade et qui ne pouvaient l'ignorer puisque c'est eux qui intervenaient lors de ces crises de tétanie. Et donc, c'est comme ça qu'ils l'ont connue d'ailleurs. Et donc la France a condamné la CEDH, pardon, l'inverse. La CEDH a condamné la France en avril dans cette affaire. Mais bon, là aussi, c'est la France qui a condamné. Eux, ils seront pour toujours impunis des crimes de viol qu'ils ont commis.
Et donc, cette notion de consentement instrumentalisé contre les victimes, elle se retrouve aussi dans les affaires de féminicide, également dans les affaires de viol, quand on parle de rough sex defense, donc c'est-à-dire la défense du sexe brutal pour le traduire. Donc en gros, c'est tous les cas dans lesquels les auteurs de violence vont arguer de relations BDSM qui auraient mal tourné et ou alors de relations BDSM consenties quand par exemple il y a une victime qui va porter plainte pour viol et qu'elle a des traces de coups, des traces de strangulation, des traces de liens aussi, de liens par exemple au pied, au poignet. Souvent c'est une défense qui va être opposée, donc cette rough sex defense aussi dans des cas de viol, mais on la retrouve jusque dans les cas de féminicide. Et il y a notamment, enfin c'est un phénomène qui est qui a été particulièrement étudié au Royaume-Uni où il y a eu de nombreux cas de féminicide, notamment dans des cas de féminicide par strangulation, ce qui en France représente à peu près un tiers des féminicides. Donc des nombreux cas de féminicide dans lesquels les accusés ont recouru à cette défense donc par le sexe brutal, en affirmant qu'ils n'avaient pas voulu tuer, mais qu'ils invoquaient donc une mort accidentelle de la victime lors de rapports BDSM prétendument consentis. Donc évidemment, le but, c'est d'obtenir un qualificatif pénal qui va être amoindri, donc une déqualification. Donc au lieu d'être, par exemple, sur un meurtre avec préméditation, on sera sur un meurtre involontaire sans préméditation, ou alors encore moins, c'est-à-dire des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce genre de choses. Bon, je connais pas les qualificatifs pénals au Royaume-Uni, mais enfin en France c'est cela. Mais en tout cas, voilà, ils vont dire que je n'avais pas l'intention de la tuer. Donc bien sûr, ça va. L'effet voulu, c'est d'avoir des peines qui sont plus faibles. Et donc l'association We Can't Consent to This, elle a recensé pardon 60 cas entre 1972 et 2020. Et dans 45% de ces cas, donc c'est quand même énorme, hein, c'est la moitié, la stratégie a abouti à une déqualification, donc à une qualification moindre de l'infraction pénale, une peine réduite, un acquittement ou une relaxe. Donc c'est une stratégie qui marche. On peut pas dire qu'elle marche pas, elle marche. Au point que le législateur britannique a dû intervenir pour interdire cette ligne de défense-là, ou en tout cas pour faire en sorte qu'elle n'ait pas un impact sur le quantum des peines. Et donc les politiques britanniques à l'époque l'appelaient la défense Fifty Shades of Grey, donc 50 nuances de gris. Vous voyez. Donc vous voyez l'impact aussi culturel que peut avoir comment dire, les produits culturels grand public qui font l'apologie des violences sexuelles, qu'elles soient consenties ou pas, dans des affaires très réelles de féminicide, de violences sexuelles. C'est indéniable en fait. Hein. Bon, là, en l'occurrence, avec le travail de We Can Consent to This, c'est même objectivé. Et donc ensuite, on a également une défense qui consiste à dire, je pensais qu'elle était consentante, donc c'est ce qu'on appelle la défense de l'intention. Donc, on retrouve au cœur de cette défense l'élément intentionnel. Donc, dire que, bon, le but, c'est de dire que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé. Donc, l'élément intentionnel, c'est quoi? Donc, c'est en droit pénal, pour que on puisse condamner, pour qu'un crime soit constitué, on doit prouver qu'il y a un élément matériel, donc la commission du crime, et un élément intentionnel. C'est-à-dire que l'auteur du crime a agi volontairement et en connaissance de cause et si l'intention ne peut être démontrée, ça peut être utilisé pour contester totalement l'infraction ou atténuer la responsabilité de l'auteur. Donc avoir, encore une fois, une déqualification, etc. Et donc là, c'est la stratégie qu'on a vue à l'œuvre dans l'affaire Pellico, où il y a un grand nombre des accusés qui ont utilisé cette défense-là en disant qu'ils savaient pas, qu'elle n'était pas consentante, pour X ou Y raison, hein, soit parce que le mari avait dit que, soit parce que j'avais vu des photos d'elle, etc. Bon, voilà, ils ont utilisé ce type d'argument, mais pour dire voilà, qu'ils ne savaient pas en fait qu'elle n'était pas consentante. Et donc le problème qu'on peut rencontrer, c'est que si le viol est défini uniquement par l'absence de consentement, l'élément intentionnel, pour le caractériser, ça repose alors sur la conscience de l'agresseur ou du violeur de cette absence de consentement. Donc, à la justice, il faudrait à la justice qu'il arrive à prouver qu'il avait conscience de l'absence de consentement. Donc, fatalement, ça amène à juger la responsabilité de l'auteur de violences sexuelles en fonction du comportement de la victime. Donc, comment lui a perçu le comportement de la victime pour qu'il ait conscience que elle ne consentait pas. Alors qu'à l'inverse, si le viol est défini par les actes que met en place l'accusé,
donc les actes de stratégie de l'agresseur, l'intention, elle va se déduire de ses actes à lui, donc ce que lui, il a mis en place pour obtenir cet acte sexuel contraint. Euh, et donc, pour répondre à cette difficulté, la Suède, qui a défini donc le viol par l'absence de consentement ou en tout cas par le consentement positif, donc la présence du consentement, le consentement qui a été, on va dire, exprimé, a introduit la notion de viol par négligence pour couvrir justement ces cas où le violeur ou l'agresseur allait pouvoir baser sa défense sur le fait qu'il croyait à tort que la victime avait consenti et donc que ça pouvait faire courir le risque qu'il soit pas tenu pénalement responsable s'il n'arrivait pas à prouver justement l'élément intentionnel selon lequel il avait conscience que la victime n'avait pas positivement donné son consentement. Vous voyez. Donc ils ont créé cette notion de viol par négligence. Donc ils sont allés au bout de la logique aussi hein, de ce changement législatif qu'ils ont fait sur la définition du viol et ils ont essayé de couvrir toutes les possibilités, les cas de viol. Mais ça vient créer une nouvelle hiérarchie entre les différentes infractions de viol, puisque ça crée voilà un viol, on va dire, tout court et un viol par négligence. Alors que la pensée féministe et bon, les années féministes, c'est quand même de dire que un viol est un viol, quoi. C'est quand même quelque chose on a beaucoup dit aussi au moment de Pellico, avec les avocats, certains avocats de la défense qui allaient dire, ah oui, il y a des viols et il y a des viols. Non, voilà, il y a des viols, point. Et donc là, on arrive aujourd'hui avec une situation dans laquelle on a des condamnations en série de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour son traitement judiciaire des violences sexuelles, qui va dans le sens aussi hein, d'un changement législatif. Je vais vous parler un peu après. Mais là, donc, on en est, si je ne me trompe pas, à la quatrième condamnation en moins d'un an de la France par la CEDH. Donc, dernièrement, le 4 septembre dernier, il y a une nouvelle affaire dans laquelle la France a été condamnée par la CEDH. Dans un premier rendu de décision, il y a eu trois affaires qui concernaient des mineurs, dont l'affaire de Julie. Et donc là, c'est une affaire qui concernait une majeure dans le cadre d'un contrat BDSM, donc dit de maître chienne, voilà, qui avait servi au juge du fond français pour dire que bon bah comme elle a signé ce contrat de maître chienne, ça veut dire qu'elle était consentante aux différents actes de violence sexuelle avec des pratiques et des actes particulièrement dégradants, particulièrement violents, douloureux pour la victime, alors que la CEDH dit exactement l'inverse, dit le fait qu'il ait réussi à lui faire signer un contrat de maître chienne montre bien l'emprise et la coercition qui pesait sur elle. Et nous, enfin, en droit privé, hein, en droit des contrats, c'est le b.a.-ba du droit des contrats, ce qu'on nous apprend en fac de droit, c'est qu'un contrat oblige, en fait. Donc c'est incroyable, même un contresens tel des juges du fond français qui ont déterminé que le contrat, bon, même, qui n'a aucune valeur légale, hein, c'est un contrat, c'est comme si vous écriviez sur un papier, je sais pas que, voilà, un contrat d'idole, hein. Donc ça n'a aucune valeur légale, mais pour autant, c'est utilisé comme un faisceau d'indices par les juges du fond pour dire que ils estiment qu'elle avait donc consenti aux actes sexuels, etc. Et donc aller dans le sens de la défense de l'accusé. Euh, et donc là, ça, d'une part, cette décision elle est importante parce qu'elle dit bien que la signature d'un contrat sexuel, quel qu'il soit, euh, autant aussi nul soit-il, c'est-à-dire qu'il n'ait aucune validité, c'était déjà le cas, mais enfin, ça permettait de toute évidence quand même aux juges français de continuer à dire que ça permettait de qualifier le consentement. Là, avec cette jurisprudence, la CEDH vient dire en fait que on peut pas utiliser un contrat sexuel pour réfuter une accusation de viol pour qualifier un consentement. C'est pas possible en fait. Donc déjà ça c'est une très bonne nouvelle pour toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles dans le cadre de la prostitution, de la pornographie. On pourra plus leur opposer les contrats qu'elles ont signés. Et en tout cas, bon, les juges du fond, c'est pas dire qu'ils sont empêchés de le faire, mais enfin, on peut espérer qu'en tout cas, cette jurisprudence permettra en cours de cassation d'obtenir la cassation des arrêts qui n'iraient pas dans le sens de la CEDH. Euh, et donc, la CEDH, dans ces différents arrêts, elle retoque donc le sexisme de la justice française, donc elle parle vraiment de sexisme judiciaire et ses pratiques discriminatoires. Elle utilise ce mot aussi, quand que les victimes ont été discriminées. Euh, Ça a entraîné une victimisation secondaire. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi hein,
pour les victimes d'avoir ces jurisprudences-là de la CEDH qui disent aussi clairement que il y a une maltraitance. Bon, elle dit pas structurelle parce que bien sûr ça c'est une analyse des féministes, mais qui en tout cas elle constate dans ces affaires-là une maltraitance judiciaire des victimes qui constitue une victimisation secondaire. Donc ça sous-tend que c'est ce que doit éviter dans le futur, bien sûr, la justice française, qu'elle ne doit plus opérer de victimisation secondaire. Et donc, dans son arrêt du 4 septembre, la Cour, enfin la CEDH, rappelle que l'appréciation du consentement doit tenir compte des circonstances, donc ce que vous disiez tout à l'heure, Alissa, ce qui est dans la Convention d'Istanbul, et de tous les éléments de contrainte, et que tous les éléments de contrainte doivent être examinés. Donc, en l'occurrence, il y avait un rapport hiérarchique, il y avait une emprise psychologique, il y avait donc cette histoire de contrat qui démontrait la coercition. Mais nous, on se pose la question, bien sûr, assez enfin, inquiète, on va dire, de quel sera le contrôle de de ces pratiques judiciaires dans le futur. Puisque l'introduction de la notion de consentement dans la définition légale du viol, qui sera bientôt débattue en CMP, sauf grande surprise, le changement législatif, il va avoir lieu. Mais à notre sens, pour que ça ait un impact positif, ce changement législatif, il doit s'accompagner nécessairement d'une évolution des pratiques judiciaires. Puisque les mêmes juges qui, hier, ont refusé de qualifier la contrainte en fonction des circonstances environnantes, parce que regarder les circonstances environnantes, c'est du droit positif. C'est-à-dire, c'est pas du tout une invention, là, nouvelle de la CEDH, hein. C'est quelque chose que les juges devaient déjà faire et qu'ils ne faisaient pas massivement. Et donc, ce seront les mêmes juges demain qui devront apprécier le consentement selon les mêmes circonstances environnantes. Donc, se pose à la fois la question de la formation des acteurs de la justice, mais aussi la question du contrôle, parce que la formation, ça n'existe pas. S'il n'y a pas, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas de sanctions professionnelles envers les agents de la justice qui ont des pratiques discriminatoires à l'encontre des victimes, donc des pratiques sexistes, racistes ou autre type de discrimination, comment on peut espérer que les choses changent en fait? Et à l'heure actuelle, on est quand même très 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 loin du compte puisqu'on a un corporatisme de la police qui est hallucinant. On a encore vu là récemment avec l'affaire du pédocriminel qui était à la brigade de protection des mineurs de Marseille, où son collègue qui a permis en fait, qu'il soit enfin scruté et qu'il soit établi que dans son ordinateur il avait des milliers et des milliers de fichiers pédocriminel et qu'il avait violé des enfants dans les Philippines, c'est quand même le collègue qui a été traité comme un paria, comme le délateur, voilà. Et c'est lui qui a été, au final, qui a subi des conséquences professionnelles. Alors évidemment, étant donné que l'autre est en prison, il a aussi subi des conséquences professionnelles. Mais enfin, vous voyez, il y a le corporatisme de la police s'étend au pédocriminel, quoi. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même difficile d'espérer un changement dans les pratiques judiciaires des policiers sans sanction qui soit mise en place par un instrument qui est indépendant de la police. Et ça, évidemment, les mêmes questions se posent hein, pour les juges ou tout type d'acteurs qui vont participer au processus judiciaire, notamment les experts psy, qui sont un énorme nœud des systèmes d'impunité à l'heure actuelle, avec très très peu de contrôle. On peut même dire que c'est absolument inexistant. Jusqu'à aujourd'hui, on a des expertises psy qui vont déterminer qu'il y a un syndrome d'aliénation parentale pour justifier que l'enfant ment dans un cas d'accusation d'inceste post-séparation, quand bien même le syndrome d'aliénation parentale n'existe pas et n'est absolument pas reconnu par la communauté scientifique. Et là, dans toujours la même affaire du policier pédocriminel à la brigade de protection des mineurs de Marseille, il y a quand même une expertise psy qui nous est servie sur un plateau que il souffrait du syndrome de Peter Pan. Idem, une invention complète qui n'a aucune existence clinique, qui n'est pas reconnue par la communauté scientifique, qui ne n'est le fruit de aucune démarche scientifique pour poser ce diagnostic. Et voilà, c'est la qualité des expertises psy qu'on a à l'heure actuelle. Donc, enfin, à notre sens, il est plus qu'urgent que nous, les associations féministes et puis la société dans son ensemble, on se mobilise pour que enfin, qu'accompagne ce changement législatif une véritable réforme pour la formation et le contrôle par un organisme indépendant et effectif, quoi, des acteurs de la justice. Sinon, on a peur que ça soit un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi, et qu'on n'arrive pas à vraiment inverser la tendance et que la revictimisation des victimes continue.
Bon, évidemment, la totale, on va dire, insécurité gouvernementale nous permet pas de vraiment envisager, alors qu'il y ait là tout de suite maintenant une grande réforme de l'institution judiciaire. Enfin, en tout cas, on estime que c'est dans ce sens-là qu'il faut pousser. Voilà. Alissa, si tu veux dire un mot, je te... Non, ben, je vais dans le sens de ce que dit Ursula. Nous, on s'est beaucoup mobilisé dans le cadre du débat sur l'inclusion du consentement dans la définition juridique du viol, avec bah, beaucoup de critiques, comme vous pouvez l'imaginer au regard de la présentation faite aujourd'hui. Sur l'évolution qu'il y a eu en termes de formulation de la proposition de loi entre le début et la fin, on est quand même rassuré par le fait que le consentement n'est pas intégré, en tout cas dans la proposition, comme une condition qui soit cumulable avec la contrainte, menace, violence et surprise, ce qui aurait voulu dire qu'il faudrait à la fois caractériser la contrainte, violence, menace et surprise, mais aussi l'absence de consentement, pour donc d'avoir deux choses à prouver pour avoir une condamnation pour viol. Là, la manière dont c'est formulé, c'est qu'on vient de dire que le consentement ne peut pas être obtenu par contrainte, violence, menace et surprise. Donc, la contrainte, violence, menace et surprise reste des situations dans lesquelles, de toute façon, le viol est censé être reconnu. Mais comme dit Ursula, pour nous, la problématique, elle se situe davantage autour bah, de l'interprétation qui est faite par les juges de cette loi, qui crée énormément d'insécurité juridique pour les victimes, parce que la loi actuelle, elle permet dans différents cas de caractériser, par exemple, des faits de sidération ou de dépendance économique, etc., sous le champ de la surprise ou de la contrainte. Et donc, ça permet déjà d'inclure un très grand nombre de situations. Cependant, ça dépend beaucoup du juge. Et du coup, c'est vrai que les victimes font face à cette insécurité juridique. Nous, notre recommandation, c'était plutôt de préciser le champ de la contrainte dans la loi sur la base de la jurisprudence existante, tout en restant centré sur les actes de l'agresseur plutôt que sur le consentement, qui permet que la caractérisation de l'élément intentionnel que vous expliquez, Ursula, se fasse à travers des critères qui sont objectivables, à travers la stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire que moi, agresseur, j'ai utilisé le fait que ma locataire n'a plus d'argent pour payer son loyer pour lui extorquer un rapport sexuel. Ben, en fait, l'élément intentionnel de l'utilisation de la contrainte, il peut être caractérisé par le fait tout d'abord que je savais qu'elle était en non-paiement du loyer, que je lui ai écrit plusieurs fois qu'il fallait qu'elle paye son loyer, sinon elle allait se retrouver à la rue, et que finalement je suis allée chez elle, etc., etc. Donc là, on se concentre sur l'agresseur et non pas sur ce que elle a fait. Bon, voilà, ceci étant dit, le gros cheval de bataille, en tout cas des gros chevaux de bataille actuels d'Oser le féminisme, c'est la mobilisation autour de la loi cadre intégrale de protection contre les violences sexuelles, qui permettrait en fait une réponse beaucoup plus globale, beaucoup plus transversale et beaucoup plus efficace à ce phénomène des violences sexuelles. Parce que notre analyse, c'est que la définition juridique du viol, c'est vraiment à peine la partie émergée de l'iceberg et que le véritable problème, il se situe à deux niveaux. Pas que, mais je vais dire deux niveaux principaux. Tout d'abord, je disais tout à l'heure, je citais ce chiffre des moins de 10% des victimes qui portent plainte. Les victimes ne portent pas plainte parce que elles n'ont pas confiance au système judiciaire, parce qu'elles ont peur des représailles, parce qu'elles n'ont pas suffisamment conscience de leurs droits. Donc ça doit être amélioré par l'éducation, la prévention, la formation des professionnels qui sont en accueil avec le public à l'identification des victimes, par la prise en charge systématique sans conditionnement au dépôt de plainte, par la mise à l'abri au moment des dépôts de plainte immédiatement des femmes qui en ont besoin. Donc voilà un certain nombre de recommandations qu'on a formulées. Et puis le deuxième chiffre qui est important et le levier sur lequel il faut agir, c'est les 94% de classement sans suite pour les affaires de viol. Et ça, les classements sans suite, ils sont liés aux défauts de preuve pour beaucoup. Les défauts de preuve, ils sont liés au manque d'enquête, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il n'y a pas assez de formation, parce qu'il n'y a pas assez d'outils, parce qu'il n'y a pas assez de volonté parfois. Et donc ça se solutionne en partie par la mise en place de certains nombres
nombre d'actes d'enquête obligatoires. Donc, par exemple, la perquisition du téléphone portable ou l'audition du prévenu, qui sont pas du tout systématiquement faites dans le cadre des plaintes pour viol. Et donc là, on estime que déjà, on pourrait lutter en partie contre les classements sans suite. On propose également une réforme du système judiciaire et tout un tas d'autres mesures de lutte contre la récidive, etc. Je vous invite, si c'est pas encore le cas, à signer la pétition pour une loi cadre contre les violences sexuelles. Il existe un site qui s'appelle, vous allez sur Google ou sur votre moteur de recherche et vous tapez Coalition féministe pour une loi intégrale. Vous allez trouver le site avec les 140 mesures. Aujourd'hui, cette coalition rassemble plus de 110 structures qui sont des associations de défense des droits des femmes, mais aussi de protection de l'enfance, des ONG généralistes et des syndicats. Donc c'est une mobilisation qui est assez historique et on travaille actuellement avec une coalition de 80 parlementaires qui devrait déposer une proposition de loi dans les prochains mois. On espère d'ici la fin de l'année. Voilà, sur ce sujet, je pense que c'est toujours pertinent de lier le sujet de la définition juridique du viol à toutes les autres mesures qu'on propose, parce qu'en soi, ça ne suffira évidemment pas dans tous les cas. Mm. Alors, il y a quelques questions dans le chat. J'ai aussi mis le lien vers le site de la coalition non intégrale. Alors, une première question. Mais finalement, n'est-ce pas plutôt dangereux que la notion de consentement soit introduite dans la définition légale du viol? Quel changement législatif est à prévoir? Je te laisse répondre, Thaïsa. Oui, alors du coup, ben nous justement, on a beaucoup mis en garde sur l'inclusion du consentement dans la définition du viol pour les raisons qu'on a exposées jusqu'ici et avec la peur en fait de la tentation du magistrat et de la magistrate à s'arrêter à l'apparence du consentement et donc à moins considérer les circonstances environnantes et notamment les circonstances de contrainte. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans le droit actuel, et donc notamment avec l'affaire AVFT qui a été décrite par Ursula, qui concerne cette fameuse relation BDSM, où en fait, malgré le fait que la contrainte était très clairement caractérisée, le juge s'est arrêté à un contrat maître-esclave qui pourtant juridiquement est nul, pour dire que finalement la victime était consentante. Donc en fait, ça, c'est le risque contre lequel on a alerté. Donc il y a eu de multiples débats, que ce soit au niveau politique, au niveau féministe, etc. Pour nous, ce qui est important, c'est que si le consentement est intégré dans la loi, puisque comme disait Ursula, c'est la direction dans laquelle on va, hein, qui n'était pas notre recommandation initiale, mais si c'est la direction dans laquelle on va, il faut que ce consentement, il soit là simplement pour venir ajouter quelque chose et non pas enlever l'analyse de la contrainte, menace, violence et surprise. Donc, ce qui est le cas dans la rédaction actuelle, puisqu'on vient dire que le viol est caractérisé par l'absence de consentement de la victime, mais que de toute façon, il n'y a pas consentement s'il y a contrainte, violence, menace et surprise. Donc, pour nous, c'est entre guillemets un moindre mal qui, de toute façon, n'aura pas beaucoup d'impact à notre sens sur la réalité des victimes si c'est pas accompagné, comme disait Ursula, de mécanismes de formation, mais aussi de contrôle et de sanctions, et puis toutes les autres mesures qu'on propose dans la loi intégrale. Alors, il y a une autre question, mais du coup, je pense qu'on y a, enfin, tu viens en partie d'y répondre. En tant que cause et féminisme, accepte-t-on cette future définition ou continue-t-on de la combattre ou on tente de s'appuyer sur cette future définition pour faire évoluer les mentalités? Bon, c'est un peu ce que tu viens de dire, où on s'est beaucoup battu pour que la notion de consentement soit pas intégrée à la définition, mais qu'au final, le compromis qui a été pris est un moindre mal à notre sens. Et, dans tous les cas, ça ne, les critères de menace, violence, contrainte ou surprise ne sont pas supprimés. Donc, il n'y a pas uniquement le consentement qui sera dans la nouvelle définition. Si elle est, si elle est votée par la CMP, mais enfin, a priori, ça va être le cas, hein, sauf grosse surprise, on pense que ça va être le cas. Je sais pas s'il y a vraiment encore, comment dire, enfin, on continue à avoir la même position qu'on a toujours eue. On pense pas que ça va empêcher son vote. Bon, je te laisse compléter peut-être. Oui, non, c'est le cas. Et puis, je viens de voir également la question sur la soumission chimique ou enfin la vulnérabilité de la victime. Nous, vraiment, notre recommandation. Puis, j'ai un peu de regret quand même avec ce futur changement législatif parce que je trouve que la loi française était assez justement précurseur dans le fait que la plupart des autres modèles, on n'a pas centré ce webinaire sur la définition du viol, mais on a fait une analyse aussi des autres modèles,
notamment en Europe, donc no means no, yes means yes, etc. Tous ces modèles autour du consentement et des différentes manières de définir le consentement, etc. En fait, la loi française, c'est une des seules qui occultait totalement cette notion de consentement et qui se concentrait vraiment sur l'agresseur. Et donc pour nous, c'était l'opportunité vraiment de venir préciser la contrainte et de venir ajouter l'exploitation de la vulnérabilité de la victime qui est au cœur de la stratégie de l'agresseur et de venir donc préciser que toute exploitation d'une vulnérabilité, que ce soit l'âge, la précarité économique, la soumission chimique, etc., c'est caractéristique ou de nature à caractériser le viol. Donc voilà, c'était vraiment notre position. Maintenant, si le consentement est intégré dans la formulation actuelle qui est proposée, ça ne nous empêche pas de continuer à militer pour que la jurisprudence et peut-être dans le futur la loi reconnaissent de manière vraiment certaine l'ensemble de ces circonstances. Et puis, il y a tout le volet évidemment de la prévention et de l'éducation où on a des messages à continuer à faire passer sur ce sujet-là. Ben, merci beaucoup pour vos messages dans le chat. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, on va pouvoir conclure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et présente ce soir. Ça nous semblait un sujet, alors même si au final, bon, c'est pas notre position qui a prévalu dans le débat sur l'introduction du consentement. Ça reste un sujet qui est intéressant à creuser, ne serait-ce que d'un point de vue féministe, toujours intéressant d'en débattre. Et c'est comme je disais au tout début, ça nous a vraiment sauté aux yeux en fait que c'était évident dans le cas de violences volontaires pour tout le monde, et ça l'est pas du tout dans le cadre des violences sexuelles. Donc on voulait en reparler avec vous. Alors il y a une question. J'aimerais savoir comment cette nouvelle définition pénale du viol prendra en compte les situations complexes de violences structurelles et économiques subies par les personnes victimes de prostitution, notamment dans le cadre des pressions exercées par les réseaux de proxénétisme. Finalement, c'est le même problème qu'on a actuellement, hein, c'est que c'est très rare que des femmes ou des personnes en situation de prostitution soient reconnues comme ayant subi des viols. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec la loi de 2016, c'est à minima que les personnes puissent être poursuivies pour achat d'actes sexuels. Donc, comme vous le savez, ça donne lieu à une contravention. Donc, ça fait totalement partie, évidemment, de la stratégie de l'agresseur de faire subir des violences sexuelles à une personne en situation de prostitution parce qu'on sait qu'elle a moins accès à la justice dans tous les cas, que ce soit du fait de la pression des réseaux, mais aussi du fait du traitement par les personnels de police et par le système judiciaire. Donc la loi en soi va pas forcément changer les choses malheureusement. En revanche, ce qui est aussi dans les tuyaux, donc comme vous savez, comme je vous l'ai dit, on travaille avec des parlementaires sur cette question des violences sexuelles. Donc tout d'abord, ce serait que le recours à la prostitution d'une mineure de moins de 15 ans ou d'un mineur de moins de 15 ans soit automatiquement considéré comme un viol, au même titre que tout autre rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans. Donc ça, on travaille avec une sénatrice qui voudrait porter ce sujet-là. Et puis pour les femmes adultes, ben malheureusement, je crains ça ne devrait pas, mais voilà, ça va dépendre des juges, c'est-à-dire que certains vont interpréter le prétendu consentement dans le cadre de l'acte prostitutionnel comme de nature à écarter le viol, d'autres plus formés ou plus compétents reconnaîtront qu'il y a une contrainte économique et que c'est de toute façon la logique et l'esprit du législateur lorsqu'il écrit la loi de 2016, c'est de reconnaître la contrainte qui est inhérente à la situation prostitutionnelle et dans ces cas-là, le viol pourra être reconnu parce que la contrainte est caractérisée. Mais en tout cas, on n'est pas dans une loi qui va venir renforcer la sécurité juridique pour les femmes victimes de viol dans le cadre de la prostitution, ça c'est clair. Sachant qu'à l'heure actuelle, c'est le néant absolu, hein. C'est-à-dire qu'on peut Exactement. obtenir des poursuites contre des proxénètes, voilà, mais des poursuites contre des clients au pénal, enfin, je veux dire, en matière de crime ou délit, déjà que les contraventions, franchement, en fonction des départements, il y a des départements qui ne poursuivent pas du tout, enfin, qui ne donnent pas du tout de contravention ou ne font pas du tout de stage pour les clients de la prostitution, mais poursuivis pour viol, je sais même pas si j'ai déjà vu une affaire où ça doit être d'une grande rareté. Et notamment pour tout ce qui est prostitution des mineurs, c'est quand même aberrant. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on a les lois qui permettraient de les poursuivre pour viol au titre du seuil d'âge, et c'est pas du tout fait. C'est-à-dire que on retombe sur le critère d'intentionnalité où ils vont dire, ah, je savais pas qu'elle était mineure. Quand bien même
tout le monde sait très bien que ça influe sur les prix, en fait, l'âge de la victime. Et là, il y a enfin, je veux dire, parfois, on est dans des affaires de proxénétisme de filles mineures. Il y a des victimes qui ont 12 13 ans. C'est quand même très compliqué en face pour un client de dire qu'il savait pas qu'elle était mineure. Et pourtant, ça marche, hein. C'est-à-dire que c'est une stratégie d'impunité qui fonctionne très très bien. Ils sont pas poursuivis, hein. Voilà. Donc, il y a vraiment du travail à faire sur la question des poursuites pour violences sexuelles des clients de la prostitution, très clairement. Et notamment, comme on vient de le dire, hein, sur les mineurs, où en fait c'est noir ou blanc. C'est-à-dire que le seuil d'âge fait qu'en fait, à partir du moment où on a les éléments matériels démontrent qu'il y a eu des actes sexuels, qu'il a eu l'intention de commettre ces actes sexuels, ils devraient être poursuivis. Et ils ne le sont pas, à cause de la question de je ne savais pas qu'elle était mineure. Voilà. Alors, il y a une question. Bonjour, pourriez-vous expliquer comment la décision récente de la CEDH sur le contrat maître-esclave s'articule avec leur décision de 2002, la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend? Donc, c'est cas contrat D, je pense, dont on parle? Ouais, je pense que c'est ça. Si tu peux préciser dans les chats si c'est la décision auquel tu parles, mais je pense que c'est celle-là. La faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne. Est-ce un changement de leur position sur l'autodétermination ou est-ce qu'ils ont juste pu, dans ce cas précis, prouver une contrainte? Donc, bon, moi, en toute transparence, j'ai pas encore analysé en profondeur la décision parce que j'étais en congé. Mais en tout cas, déjà, nous, Oser le féminisme, on a été partie intervenante dans cette affaire. Et c'était en partie parce que pour nous, c'était très important qu'il y ait un revirement de jurisprudence suite justement à cette décision que tu cites, KA et AD contre Belgique, qui venait vraiment consacrer une forme de liberté sexuelle absolue qui occultait totalement les rapports de pouvoir et de domination qui peuvent exister. Donc pour nous, c'était très important de soumettre des interventions qui allaient dans ce sens. Et aujourd'hui, de ce que j'ai vu de la décision, la Cour, je ne suis pas certaine qu'elle rétropédale clairement sur KAD parce que ce qu'elle vient préciser, c'est que, notamment dans les faits précis de l'espèce, le contrat maître-esclave qui avait été signé ne peut pas être considéré puisque de toute façon, le consentement par nature est révocable et que le fait d'avoir signé un contrat à un instant T ne permet pas en fait de présumer d'un consentement futur ou sur des actes qui auraient suivi. Mais comme je disais, il faut qu'on prenne le temps d'analyser en profondeur la décision et de voir s'il y a certains aspects qui peuvent entraîner un revirement par rapport à KAD. En tout cas, c'est pas évident à la lecture de la décision. Oui, moi je suis assez d'accord. Alors, comme toi, j'ai pas vu en profondeur, mais j'ai lu l'arrêt. Euh, je suis pas sûre que ça soit si évident que ce soit un revirement KAD, parce que dans KAD, en fait, ce qui permettait, enfin, ce sur quoi se fondait la CDH, c'est rupture justement enfin, c'est parce qu'elle avait dit le safe word. En fait, c'est sur ça qu'ils se sont basés pour dire qu'il y avait rupture de l'accord contractuel, en tout cas dans le cadre du consentement sexuel. Euh, et là, on se trouve. Donc, en fait, comme ils avaient les vidéos des violences, ils- c'était. Il y avait des preuves matérielles du fait qu'à bout d'un un moment, elle avait, à plusieurs moments d'ailleurs, elle avait dit ce fameux safe word et donc qu'elle n'avait pas consenti. Que là, il n'y avait pas de vidéo, en fait, des violences sexuelles, il y avait ce fameux contrat, mais du coup, la CEDH, là, dans cet arrêt du 4 septembre, dit que un contrat qui est signé à n'importe quel moment peut pas emporter le consentement pour toute relation sexuelle future parce que le consentement est révocable. Sauf qu'on n'est pas tout à fait sur la même espèce en fait hein, que KAD où là il y a des vidéos et donc le juge peut constater que le consentement en l'occurrence avait été révoqué. Voilà, donc en tout cas enfin nous on est très satisfaite de cet arrêt aussi parce que pour ce qu'on disait tout à l'heure sur les contrats sexuels où il dit qu'en fait enfin où l'arrêt dit très bien hein, que le contrat aurait dû permettre au juge du fond enfin c'était un des éléments qui prouvait la coercition. Donc nous c'est bien sûr notre position de dire que les contrats sexuels obligent et c'est ce qu'on voit hein, avec les victimes qu'on accompagne dans les deux affaires pénales contre l'industrie pornocriminelle. Donc ça va dans le sens de la protection des victimes. Mais de là à dire que c'est un revirement de cas enfin, cas et AD contre Belgique, je suis pas persuadée. Voilà.
Bah, je pense qu'on va pouvoir conclure. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation et pour vos questions qui étaient très intéressantes aussi. Et oui, je vois Marthe qui dit merci beaucoup et à bientôt Féminiscamp. Tout à fait. Donc je rappelle donc le Féminiscamp 18 et 19 octobre. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat de l'inscription, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Et il y aura bien sûr des ateliers qui traiteront de cette question, notamment un atelier. Alors, je vais vous lire l'intitulé parce que c'est moi qui l'anime et je me souviens plus de l'intitulé exact, qui traitera en partie des questions dont on a parlé ce soir, donc qui s'appelle No King Shaming, penser le BDS, No King Shaming, point d'interrogation, penser le BDSM avec un regard féministe. Et donc ça traitera de ces questions-là, c'est-à-dire consentement, etc. Est-ce que le consentement doit absoudre les auteurs de violences, des violences qu'ils ont commises, etc. Bon, on reviendra sur ces questions-là, mais aussi d'un point de vue plus sexualité, au-delà du point de vue sexuel et droit pénal. Voilà, alors je vous mets le lien et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Voilà, alors on se retrouvera pour les personnes qui sont en Île-de-France le 8 octobre à la Cité Audacieuse avec un féministe talk consacré à l'égalité professionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Bonne Merci à soirée. toutes et tous. Au revoir. Au revoir.